On va parler aujourd'hui de la grande mobilisation sociale. Aujourd'hui, le 2 octobre, c'est la troisième après le 10 et le 18 septembre. Donc, pour la justice fiscale, pour la justice sociale, à l'appel de l'intersyndicale et contre les mesures qui étaient celles de François Bayrou, mais qui n'est plus Premier ministre, puisqu'il n'a pas obtenu son vote de confiance. Désormais, c'est le cornu, il joue la montre, même si il a fait quelques annonces, on va en parler. Déjà, pour commencer, Cyprien Boganda, tu es chef de service Capital Travail, tu viens de devenir, félicitations. Où est-ce qu'on en est à la mi-journée sur cette mobilisation donc, du 2 octobre? Salut Aurélien. Écoute, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est évidemment en recul par rapport à la dernière journée qui était celle du 18 septembre, comme tu l'as dit. Les chiffres qui nous remontent là, c'est que il y a quand même moins de monde dans les cortèges, a priori. Le taux de grévistes est un peu plus faible aussi que la dernière fois. Après, c'est pas très étonnant dans la mesure où il faut quand même se rappeler que la mobilisation du 18 septembre, en fait, elle a été inespérée. Enfin, c'est un succès inespéré pour les syndicats. C'est, comme le rappelle un excellent article. Est-ce que je vais pouvoir vous le... Oui, en fait, c'est cet article-là. Non, c'est pas ça. Et voilà. Un excellent article publié dans les colonnes de l'IMA, écrit par Naïm Saki. En fait, quand on regarde au cours des 10-15 dernières années, toutes les fois où les syndicats ont réussi à rassembler 1 million de personnes dans les rues, parce que c'était le cas le 18, en fait, c'était très souvent contre des réformes des retraites. Parce qu'en France, la réforme des retraites, en général, c'est ce qui fédère le plus contre elle, puisque tout le monde est concerné. Or là, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le 18, il n'y avait ni réforme des retraites, ni réforme du tout d'ailleurs, puisque la mesure qui avait été annoncée par François Bayrou l'été dernier et qui a le plus énervé les gens, c'était, cette proposition de supprimer 2 jours fériés. Or, 3 jours avant la mobilisation du 18, Sébastien Lecornu, le nouveau Premier ministre, avait dit « Vous inquiétez pas, je laisse tomber cette mesure ». Et les gens sont quand même sortis. Et les gens sont quand même sortis, donc ça dit quelque chose quand même du niveau de colère sociale dans le pays, mais il faut quand même souligner que faire descendre beaucoup de gens dans la rue quand il n'y a ni réforme, parce qu'il n'y en a pas encore, ni même gouvernement, puisque le gouvernement n'a toujours pas nommé, c'est extrêmement difficile. Donc les résultats, la journée d'aujourd'hui, finalement, c'est pas très étonnant. En fait. Et quel est l'objectif de l'intersyndicale? Donc tu l'as dit, c'est pas très étonnant qu'il y ait un petit recul par rapport au 18, mais leur but, c'est que ce soit une étape parmi d'autres aujourd'hui et d'ancrer le mouvement dans le temps et dans la profondeur, sachant que même si, tu l'as dit, Bayrou est tombé, même si la mesure des jours fériés est tombée, l'objectif, c'est d'être contre un budget aussi d'austérité, de casse des services publics, un budget qui consacre une fois de plus l'injustice fiscale et l'injustice sociale. Ouais, c'est ça. Quand on regarde un peu les revendications de l'intersyndicale aujourd'hui, en gros, les grandes revendications, c'est l'abandon de la réforme de 2023, qui reculait l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans et qui avait mobilisé vraiment tout le pays contre elle à l'époque. C'est l'abandon du projet de doublement des franchises médicales. Donc les franchises médicales, c'est ce qu'on paye sur les boîtes de médicaments. C'est ce que tout le monde paye en fait à chaque fois qu'il achète une boîte de médicaments, qui n'est pas remboursée par la Sécu. L'abandon aussi des suppressions de postes des fonctionnaires, et puis la taxation des gros patrimoines. Il y a toute une polémique là, en France depuis plusieurs semaines autour de la taxe Zuckman, qui consiste à essayer de taxer. On va en parler d'ailleurs. On en parlera. Donc voilà, ça fait partie des grandes. Peut-être à montrer. Effectivement, ça fait partie des grandes revendications de l'intersyndicale. D'ailleurs, aujourd'hui, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui jusque-là jouait la montre, a fait des annonces. Ouais. Il a fait plusieurs annonces, on va en parler. Il a dit sur la réforme des retraites, j'y reviens pas, sur l'âge de départ légal, il n'y reviendra pas. Peut-être qu'on peut remettre la caméra habituelle pour changer d'article ensuite. Donc sur les retraites, il a dit je change rien. Par contre, il a annoncé une petite hausse des retraites pour les femmes. En fait, il a annoncé quelques petites mesures. Il y a effectivement ce que tu dis, qui serait une amélioration. Bon, alors c'est toujours bon à prendre évidemment pour les syndicats, mais c'est pas non plus, c'est pas considérable. Une petite amélioration pour les retraites des femmes. Il a dit aussi qu'il est hors de question de mettre en place et la taxe Zuckman et de faire revenir l'ISF, un impôt de solidarité sur la fortune qui avait été supprimé par Macron. En revanche, ce qu'il a dit, en fait, c'est assez marrant quand tu regardes, c'est qu'il essaie de faire un peu du neuf avec du vieux. Donc, a priori, ça pourrait en tout cas être le grand retour de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était une mesure qui avait été prise sous Nicolas Sarkozy il y a longtemps. Le retour aussi de la prime Macron première mouture, et puis peut-être une baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples payés au SMIC. Voilà.
en sachant quand même qu'il y a beaucoup de couples payés au SMIC qui de fait ne payent pas d'impôt sur le revenu dès lors qu'ils ont des enfants. Donc de ce qui semble se dessiner là, je vois pas bien comment ces mesures-là pourraient vraiment satisfaire et la gauche et les syndicats. Ça paraît quand même très très en deçà de ce qu'ils demandent. Et donc, pour en parler plus en détail, la défiscalisation ils disent des charges patronales, hein, mais donc nous, il faut des cotisations. Des cotisations évidemment, mais non pas des charges. Sur les heures supplémentaires, en quoi c'est un problème selon toi? C'est un problème. Le problème en France, en fait, il y a une bataille idéologique autour du travail en France. C'est-à-dire que la droite et les libéraux nous expliquent que le problème, c'est qu'on ne travaille pas assez longtemps. Alors que la gauche et les syndicats ont tendance à dire que la question, c'est pas de savoir combien de temps on travaille, c'est surtout que tout le monde travaille. Aujourd'hui, en France, le vrai problème, c'est pas qu'on travaille pas assez au cours d'une semaine, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Donc l'idée de défiscaliser les heures supplémentaires, en fait, c'est rentrer dans une logique très libérale qui consiste en gros à permettre à des gens qui sont déjà dans l'emploi de gagner un peu plus d'argent, alors qu'il y a quand même des millions de personnes qui n'ont pas de travail. Donc, à mon avis, c'est prendre le problème à l'envers. Donc, à la fois, ça bouche l'accès à l'emploi de personnes qui sont sans emploi, et de l'autre, ça fait perdre des recettes de cotisations sociales pour financer notre modèle social. Exactement, parce que ça crée un manque à gagner pour l'État qui sera obligé de le compenser. Mais c'est effectivement autant d'argent qu'il ne pourra pas investir ailleurs. Et le retour à la prime Macron, qu'il appelait la prime de partage de la valeur. Ouais. Ça, c'est pareil. Si tu veux, l'objectif du gouvernement, et globalement de tous les gouvernements libéraux, c'est de faire des gestes en faveur du pouvoir d'achat, mais sans contraindre les employeurs à augmenter les salaires. Donc, tout ce qui reste dans la logique des primes, typiquement de la prime Macron, en fait, c'est au beau vouloir de l'employeur. C'est lui qui décide effectivement d'attribuer une prime, ce qu'ils appellent une prime de partage de la valeur ajoutée, à la fin de l'année, qui effectivement est intéressant parce que c'est défiscalisé, mais c'est pas du salaire. L'idée, c'est que c'est vraiment, il faut surtout pas contraindre l'employeur à augmenter les salaires. Donc ça donne pas des droits pour la vie, ça donne pas des droits pour la retraite, effectivement. Et puis encore une fois, c'est au bon vouloir de l'employeur. Il peut tout à fait décider de pas le faire. Et donc tu l'as dit, il y a une baisse d'impôts annoncée, on ne sait pas quelle ampleur pour les couples au SMIC. Ça concerne en fait très peu de personnes puisque la plupart des couples au SMIC déjà ne payent pas. Je pense qu'il faut vraiment avoir les chiffres globaux pour savoir exactement qu'est-ce que ça va concerner. Mais tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce sera largement insuffisant pour répondre aux problèmes du pouvoir d'achat. Ouais. Mais ça répond en partie à ce que demande la gauche, puisque la gauche, même si aujourd'hui le Nouveau Populaire n'est plus une coalition aussi soudée qu'elle l'était il y a quelques mois, dans le programme du NFP, dans le programme de quasiment tous les partis de gauche, il y a l'idée de baisser les impôts sur le revenu pour les plus modestes, pour les personnes en SMIC, en fait pour toutes les personnes qui sont en dessous de 4 000 euros de mémoire, et de l'augmenter avec différentes tranches pour les autres. Et donc la justice fiscale, c'est pas seulement baisser l'impôt sur les plus modestes, c'est l'augmenter pour les autres. Et donc augmenter pour les autres, il y a la proposition de taxe Zuckman, là tu l'as dit, le Cornu dit non, et il propose autre chose à la place. Il propose d'augmenter la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements financiers d'un point, enfin non, ça c'est le PS qui propose d'augmenter d'un point, de 9,2% à 10,2%, et le Cornu propose de l'augmenter de 0,5 points, donc une petite hausse de la CSG sur les revenus du patrimoine et des placements financiers. Oui, c'est ça. Donc la CSG, c'est la contribution sociale généralisée. Et c'est en fait tout le monde paye la CSG, grosso modo. Et l'idée, là, ce serait effectivement d'augmenter très légèrement, tu l'as dit, cette CSG, mais en ciblant les hauts patrimoines. Alors d'après les infos qui commencent à sortir, si jamais cette hausse devait avoir lieu, elle serait très très faible. Je crois que même le Parti socialiste avait chiffré sa hausse, et je crois qu'elle chiffrait le produit de cette hausse à 1,9 milliard d'euros, je crois. Donc on est quand même très très loin de ce que pourrait rapporter la taxe Zuckman. Donc c'est une taxe dont on parle un peu depuis tout à l'heure. Donc qui est le projet de Gabriel Zuckman, qui est un économiste français de plus en plus connu du coup, et qui lui a réfléchi à une manière de taxer les plus hauts patrimoines. Donc en gros l'idée, ce serait de taxer à hauteur de 2% tous les patrimoines situés au-dessus de 100 millions d'euros. Donc ça concerne 1800 foyers fiscaux en France, donc c'est très peu de gens. Mais malgré ça, ça a suscité une espèce de bronca complètement hallucinante de tous les plus riches et pas seulement. Mais la taxe Zuckman, le produit de cette taxe, ça pourrait aller jusqu'à 15 ou 20 milliards d'euros. Il y a des estimations qui varient. Les plus pessimistes disent que ça ne fera pas plus de 5 milliards, mais les plus optimistes sont plutôt autour de 15 milliards. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que les quelques mesurettes proposées par Sébastien Lecornu seraient très très loin du compte, en tout cas de ce que réclame la gauche. Sachant qu'en réalité, il faut aller beaucoup plus loin. Il faudrait aller beaucoup plus loin que la taxe Zuckman, l'obtenir puis aller beaucoup plus loin. Et s'il y a une telle bronca contre la taxe Zuckman, c'est pas tant parce qu'elle va prendre 20 milliards aux plus riches. Parce qu'à la limite, sur l'ensemble des riches concernés, c'est pas grand-chose. En fait, ce qu'ils ont peur, c'est que ça vient toucher le patrimoine. C'est ça qu'ils ont peur, qu'il y ait un pied dans la porte qui soit mis de ce point de vue-là, et que derrière, il y ait une volonté d'aller taxer encore plus le patrimoine, sachant que le patrimoine aujourd'hui
est le lieu principal des inégalités en France, devant les revenus, puisqu'il y a eu un transfert des richesses du revenu vers le patrimoine, et du coup des inégalités qui sont complètement enracinées, puisqu'elles se font au-delà du salaire et des revenus, mais elles se font dès la naissance avec des patrimoines par français qui sont très différents. Ouais, c'est ça. En fait, plus vous êtes riche, en fait, et plus vous avez une grosse proportion de votre revenu qui dépend non pas de votre salaire, mais des revenus du capital, en fait, et notamment des actions et du patrimoine que vous possédez. Donc c'est vrai que c'est à la fois très inégalitaire, puisque comme tu l'as dit, le patrimoine est très mal réparti en France, évidemment. Mais c'est aussi très inique fiscalement, parce qu'en fait, grosso modo, pour aller vite, le patrimoine est moins taxé que le travail en France, pour plein de raisons qui tiennent à la fois au fonctionnement de notre système fiscal et puis aussi à la défiscalisation que pratiquent les plus riches. Donc c'est vrai qu'on a un système fiscal qui est finalement assez inégalitaire, et tu disais tout à l'heure, l'une des solutions, ce serait d'augmenter la progressivité de l'impôt sur le revenu, de faire en sorte que les gens qui gagnent beaucoup d'argent en payent plus que ce qu'ils payent aujourd'hui, mais aussi de taxer évidemment le patrimoine, sauf que le patronat et une partie de la bourgeoisie ne veulent absolument pas en entendre parler. Donc il y a une vraie bataille en fait idéologique autour de cette question-là. Une vraie bataille de l'impôt. D'ailleurs, tout ça arrive alors que donc, cette mobilisation du 2 octobre intervient dans un calendrier politique assez chargé. Donc Sébastien Lecornu doit normalement annoncer son gouvernement ce week-end, ou en tout cas avant sa déclaration de politique générale qui doit intervenir la semaine prochaine. Donc on devrait savoir qui sont les nouveaux ministres, ou qui sont les ministres renommés, puisqu'il y a beaucoup de ministres qui sont partis malgré la démission de François Bayrou, malgré même la confiance non accordée par le Parlement, on est parti pour repartir globalement avec la même équipe et avec le même cap politique. C'est tout l'enjeu d'ailleurs de la mobilisation sociale, d'imposer, de mettre une pression pour enfin obtenir un changement politique. Donc il y a Lecornu qui doit normalement la semaine prochaine faire son discours de politique générale, c'est-à-dire s'adresser aux députés et donner son cap politique. Pour l'instant, globalement, il fait la même chose que Barnier et Bayrou, à peu de choses près. Donc à voir s'il pourra tenir, et quel sera le niveau de colère et de refus dans le pays de ces politiques-là. Et par ailleurs, dans 2 jours, c'est le 4 octobre, et c'est les 80 ans de la sécurité sociale qui est au cœur de cette bataille. Enfin, les 80 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, la sécurité sociale est au cœur de la bataille pour l'impôt, pour la cotisation sociale, pour le modèle social, et au cœur de la bataille entre ce que veut faire la Macronie qui veut casser notre modèle social et l'intersyndicale qui essaye de le défendre. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. Il y aurait presque 3 émissions à faire à chaque fois. Pour ce qui est du casting, j'avoue que tu en sais plus que moi. Effectivement, moi, je ne suis pas au courant des ministres qui vont être nommés. Ce qui est sûr, en tout cas, l'intersyndicale l'a vraiment redit, c'est qu'elle, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant le casting, c'est vraiment les politiques qui sont conduites. Il y a de fortes chances que même si Sébastien Lecornu décide d'aller un peu moins loin que ce que faisait François Bayrou, notamment sur le volume des économies qu'il veut réaliser, parce que François Bayrou, il était autour de 40 milliards, je crois, ou 44 milliards, je ne sais plus, d'économies, ce qui est absolument considérable. Bon, là, a priori, Lecornu n'ira pas aussi loin, mais il y aura forcément des économies. Pareil, sur la réforme de l'assurance chômage, c'est vraiment une des vraies pommes de discorde entre le gouvernement et les syndicats, parce que François Bayrou, lui, avait annoncé une réforme de l'assurance chômage extrêmement violente. Quand on sait qu'il y a déjà eu beaucoup de réformes depuis l'arrivée au pouvoir de Macron en 2017, on n'a jamais autant réformé l'assurance chômage que depuis Emmanuel Macron. Et donc à chaque fois, c'est des tours de vis très importants qui concernent vraiment l'indemnisation des privés d'emploi. Et ça a des conséquences dévastatrices sur des centaines de milliers de personnes. Donc ça, là-dessus, a priori, il est possible que Lecornu n'aille pas aussi loin que ce que voulait faire Bayrou, c'est sûr. Mais on reste quand même toujours dans cette même logique libérale, et qui consiste quand même aussi à punir quelque part les privés d'emploi, comme si c'était eux qui étaient responsables de leur sort. Donc voilà, donc l'intersyndicale, vraiment, ce qu'elle espère, c'est un changement radical de politique, et pas uniquement quelques changements de casting. Voilà. Et ensuite, pour la sécurité sociale, là, effectivement, on fait d'ailleurs une une dans le journal de demain sur les 80 ans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Sécu, elle a toujours fait l'objet d'une bataille politique, en fait, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que derrière la question de la Sécu, en fait, c'est la question du rapport de force entre le travail et le capital. Et ce que cherchaient à faire les pères fondateurs de la Sécu en 1945 et puis un petit peu après, c'était de rééquilibrer, d'inverser ce rapport de force. Ce qui impliquait notamment, par l'intermédiaire de la cotisation sociale, de reprendre de l'argent finalement au patronat et de le redistribuer sous forme d'allocations, etc. Mais c'est vrai que cette question-là, elle est aujourd'hui centrale. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu l'a redit encore au syndicat il n'y a pas longtemps. Il a dit qu'il fallait absolument revoir notre modèle de financement de la sécurité sociale, parce qu'il considère que c'est un modèle qui repose trop sur le travail, évidemment. Toute la bataille, en fait, ce qu'essayent d'imposer les libéraux, c'est de dire qu'il faut arrêter de taxer le travail et de financer notre modèle social autrement.
notamment par l'intermédiaire de la TVA. Donc c'est évidemment extrêmement inégalitaire, puisqu'il faut le rappeler, la TVA, c'est l'impôt le plus inégalitaire de tous, parce que tout le monde le paye, et quelque part, les plus pauvres le payent davantage, le payent plus que tout les plus riches. le paye le même montant quand on achète ces oranges. C'est le même montant pour tout le monde de TVA, quel que soit nos revenus. Donc il y a vraiment une bataille idéologique au sens fort du terme, en fait, une bataille politique autour de la question de savoir comment est-ce qu'on finance la protection sociale. Est-ce qu'on continue à la faire financer par le travail ou pas? Donc, tu parlais des efforts de l'effort de 40 milliards d'euros qu'avait annoncé François Bayrou avant de chuter. Là-dessus, le Cornu a fait une annonce. Il a dit qu'il allait reprendre le mode de calcul des efforts financiers qui existait avant Barnier, parce que Barnier avait changé la méthode de calcul, et ce qui faisait gonfler l'effort. Et en fait, en termes de com, l'objectif de Barnier, c'était de dire que, imaginons, dans l'ancien calcul, j'annonce un effort de 20 milliards, mais dans le nouveau, ça fait 30. Ouais. Et donc l'idée c'était de montrer, de donner des gages à la droite, de donner des gages à ceux qui disent il faut vraiment une purge, il faut vraiment aller chercher des milliards, il faut vraiment baisser la dépense publique. Alors que la dépense publique, c'est des salaires pour les fonctionnaires, c'est des services pour les Français, et c'est un circuit économique, puisque les services publics, c'est de l'emploi induit. La dépense publique, c'est l'emploi induit. Quand on baisse par exemple la dépense publique sur les communes, donc c'est des services publics en moins, c'est des gens moins bien payés, mais c'est aussi, par exemple, toute une activité économique de gens qui vont rénover des écoles, d'entreprises qui vont rénover la voirie, d'entreprises qui vont installer la fibre, etc. Donc plus tu réduis la dépense publique, plus tu réduis l'activité économique. Non, mais c'est extrêmement pervers, parce que comme tu le dis, plus tu réduis la dépense publique, plus tu réduis l'activité économique, et donc plus tu réduis quelque part les recettes fiscales. Donc finalement, tu augmentes le déficit alors que tu fais semblant d'essayer de le réduire. Et sous couvert de bonne gestion annoncée, tu vas droit dans le mur de la récession. C'est ça. Mais ça aussi, on pourrait faire toute une émission. On pourrait faire une émission là-dessus. Non, mais derrière ça, en fait, la question, c'est la question de la dette publique. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on a une dette publique de 3 300 milliards d'euros. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Il ne s'agit pas de dire que c'est rien. D'ailleurs, personne, même à gauche, n'explique que cette dette publique, tout le monde s'en fiche et qu'on pourrait comme ça continuer à s'endetter indéfiniment. Mais les deux questions absolument centrales, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais de cet endettement, quel type de politique tu finances, et puis si jamais tu décides de le réduire, comment est-ce que tu t'y prends? Et le problème des libéraux et de ce gouvernement en particulier, c'est que leur obsession, c'est de baisser la dépense publique, quoi qu'il en coûte, entre guillemets. Alors même que tu l'as rappelé, oui, il y a des risques, surtout quand on est dans une période de quasi-récession, en tout cas une période de grosse instabilité économique. C'est sûr que faire ce que veut faire le gouvernement, c'est-à-dire couper drastiquement dans les dépenses publiques, ça aura très certainement un effet récessif, c'est-à-dire que ça risque effectivement de casser encore un peu plus la croissance qui n'est déjà pas très folichonne, et donc au final de produire des effets économiques extrêmement néfastes. Alors qu'au lieu de baisser la dépense publique, le chemin proposé par la gauche, c'est d'aller chercher des recettes, notamment avec la taxe Zuckman, mais aussi en remettant le niveau des cotisations sociales au niveau qu'elles étaient avant Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron a organisé le déficit de la Sécu en faisant un transfert des cotisations sociales, en supprimant des cotisations. Donc derrière, il y a des trous pour les retraites, pour les hôpitaux, pour tout ce qui concerne la sécurité sociale. Et donc on est en plein dans la bataille des 80 ans de la Sécu, on l'évoquait, sachant que tout à l'heure tu parlais de la Sécu qui est financée en France, parce qu'en Angleterre, il y a un autre modèle de Beveridge. En France, c'est financé sur le travail, sur le capital et sur le travail. Sachant que le travail n'a jamais autant rapporté depuis qu'on travaille. Les richesses créées en France n'ont jamais été aussi importantes. Et on n'arrive pas, apparemment, le gouvernement n'arrive pas à répartir de façon digne. Donc, et juste, c'est ça qui est... C'est mesurer à quel point le vol et le rapt est organisé... et puis c'est toujours une question de volonté politique. C'est qu'évidemment qu'on pourrait, si on voulait, redistribuer cette richesse autrement, mais il n'y a absolument aucune volonté au sein du gouvernement de le faire. Et du coup, on va voir ce que vont donner ces mobilisations, si elles vont s'ancrer dans la durée, si elles vont se poursuivre. On va voir ce que va annoncer Sébastien Lecornu. Il est vraiment parti, j'ai l'impression, pour ne rien lâcher. Les petites concessions là, au Parti Socialiste sur la hausse de la CSG, je ne pense pas que ça va valoir... il y a peu de chances que ça vaille non-censure vu l'ensemble de ce qu'il propose et des mesures budgétaires qu'il propose. Et là, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale aussi, et tout ça est en lien, c'est que très vraisemblablement, Lecornu, comme Bayrou et comme Barnier avant lui, vont devoir leur survie au Rassemblement national et à l'extrême droite. Et l'extrême droite, d'ailleurs, c'est assez hallucinant comment,
à la fois, elle prétend vouloir des plus hauts salaires, elle prétend vouloir plus de justice sociale, plus de justice fiscale, elle prétend vouloir défendre les Français les plus modestes, et en même temps, elle organise le maintien des politiques macronistes à l'Assemblée nationale. Là, hier, ce qui s'est passé, c'est que les macronistes ont voté pour donner 2 postes de vice-président de l'Assemblée au Rassemblement national. Aujourd'hui, ce qui est possible de se passer, c'est que l'extrême droite va rendre l'appareil à la Macronie, s'ils y arrivent, en retirant des présidences de commission à la gauche. Que, par exemple, Aurélie Trouvé, qui est députée insoumise, est présidente de la commission des affaires économiques. Visiblement, les macronistes sont en train de dealer avec le RN pour la dégager. Et en tout état de cause, on est en train de voir que, même si ce n'est pas lumineux dans l'esprit de tous dans le pays, il y a une alliance objective entre l'extrême droite et la Macronie pour maintenir les politiques macronistes et injustes, alors que le NFP, qui était arrivé en tête du 2e tour des législatives, est privé de gouverner et est privé d'augmenter le SMIC, d'abroger la réforme des retraites, d'augmenter les recettes fiscales, etc. Sur les plus riches, évidemment. Ouais, mais ce que tu décris, en fait, c'est ce qui se passe dans tous les pays où l'extrême droite arrive au pouvoir. Je ne dis pas que l'extrême droite est arrivée au pouvoir en France, mais en gros, la logique, c'est toujours un peu pareil. C'est que l'extrême droite se fait élire grâce aux voix des ouvriers et grâce à un discours extrêmement social. Et puis, une fois qu'elle arrive au pouvoir, elle s'empresse de faire une politique qui sert avant tout les intérêts des possédants. C'est un peu ce qu'on voit un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine ou en Europe. Et le RN, finalement, en France, n'est pas tellement différent de ces partis politiques-là. Il y a tout un effort qui a été fait pour je sais pas comment dire, gauchiser le discours sur le plan économique et social. Parce qu'il faut rappeler que l'extrême droite, dans les années 80, tu sais, à l'époque où c'était Jean-Marie Le Pen, avait un discours qui était néolibéral, en fait, en économie. C'était quasiment du reaganisme ou du thatcherisme quand on écoutait Jean-Marie Le Pen. Et puis, il y a quelques années, l'extrême droite s'est rendu compte que si elle voulait vraiment élargir son socle électoral et essayer de gagner des voix dans l'électorat populaire, il fallait absolument changer son fusil d'épaule, ou en tout cas dans la forme. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une tentative de produire un discours plus social, avec comme ça des propositions qui sont faites, mais on ne sait pas très bien d'ailleurs en général comment est-ce que tout ça est financé. Mais on se rend compte que quand il s'agit ensuite de voter vraiment concrètement à l'Assemblée nationale, très souvent, là on le voit depuis plusieurs mois, l'extrême droite a plutôt tendance à voler au secours des plus riches et des libéraux plutôt que évidemment de soutenir des propositions vraiment de gauche. On l'a vu sur la taxe, sur la fiscalité des plus riches encore récemment. Sur l'ISF notamment, ils ont été contre le rétablissement de l'ISF, et on voit qu'ils essaient de se rapprocher de plus en plus du MEDEF et du patronat dans une course un peu au sérieux et à la légitimité, comme si la rigueur budgétaire, comme si l'austérité c'était le chemin des gens raisonnables, alors que c'est tout l'inverse. C'est ça. Et en trahison avec une partie de leurs promesses électorales, même si c'est pas forcément les promesses programmatiques, en tout cas l'esprit de ce qu'ils prétendent défendre. Tout à fait, oui. Et on voit même d'ailleurs que le patronat n'est pas insensible à ces appels du pied, puisque visiblement, moi j'ai discuté avec un certain nombre de dirigeants ou de représentants patronaux qui expliquent très bien que dans le cadre d'un second tour, par exemple, de la présidentielle, entre quelqu'un de gauche comme Jean-Luc Mélenchon et puis Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ils hésiteraient ils voteraient sans aucun scrupule pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella. Moi, j'ai des dirigeants patronaux qui me l'ont dit, tu vois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et encore une fois, c'est souvent le cas dans l'histoire, le patronat, le grand capital, pour parler comme un vieux marxiste, c'est bien. Je sais qu'ici, c'est pas gênant, aura systématiquement tendance à choisir l'extrême droite plutôt que des politiques de gauche. C'est la partie du patronat qui disait avant la Seconde Guerre mondiale, plutôt Hitler que le Front populaire, c'est-à-dire plutôt l'extrême droite plutôt qu'un programme social qui vient répartir les richesses. Ouais. Et on en revient là aux 80 ans de la Sécu, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc la sécurité sociale a été créée avec l'idée marxiste et fondamentale. Pour moi, c'est une conquête civilisationnelle incroyable, que chacun cotise selon ses moyens et ensuite est soigné et reçoit selon ses besoins, que ce soit donc à l'hôpital, au chômage ou dans la retraite, même si c'est pas exactement fait de la même manière pour chacune des branches de la Sécu, mais l'idée qu'il y a un pot commun, chacun donne selon ses moyens et chacun ensuite est soigné, ou le reste selon ses moyens. La Sécu, elle a été inventée pas uniquement en se disant que c'est juste, même si c'est quand même un pilier de la sécurité sociale, c'est de se dire qu'il est juste que ça fonctionne ainsi et que les gens ne soient plus dans la hantise de ne plus pouvoir travailler, dans la hantise d'être au chômage, dans la hantise de se blesser, d'être malade, et parce qu'à l'époque on ne pouvait pas payer les soins, et si on était malade on ne pouvait pas travailler, c'était toute une famille qui s'effondrait dans la pauvreté. Donc c'est pas uniquement parce que c'était plus juste, c'était aussi parce que les gaullistes et les communistes qui ont rédigé ensemble, et les résistants, il y avait aussi des socialistes qui ont rédigé ensemble le programme Les Jours Heureux, avaient analysé
analysé les causes profondes de la montée de l'extrême droite et de l'arrivée des fascistes et des nazis au pouvoir. Et ils avaient bien vu que la crise du capitalisme, qui engendre de la pauvreté, du désespoir social, de la rancœur, nourrit les fascismes. Et la sécurité sociale, c'était l'idée que maintenant, non seulement il y a la justice parce que la justice, c'est bien, mais il y a aussi la justice parce que la justice prémunit, en fait, empêche les gens... empêche les arnaqueurs d'extrême droite de séduire et de vendre la haine et de revenir au pouvoir. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'encourage tout le monde à acheter L'Humanité de demain, qui revient sur toutes ces questions-là. Oui, L'Humanité de demain, donc on revient sur les 80 ans de la Sécu, avec un papier que tu signes sur quelle serait une sécurité sociale du 21e siècle, avec tous les défis que la sécurité sociale doit pouvoir relever complètement aujourd'hui, que ce soit sur les soins, sur la retraite, sur le chômage, mais aussi d'autres défis que la sécurité sociale doit pouvoir relever, soit sur la sécurité sociale alimentaire, sur la sécurité sociale écologique, de l'environnement, etc. Il y a plein de choses à aller chercher. Il y a aussi un papier très intéressant de Christophe Deroubaix sur comment ça fonctionne un pays sans sécurité sociale. Donc il raconte qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des gens maintenant qui prennent des Uber pour aller se faire hospitaliser plutôt que des ambulances. Que des gens se font hospitaliser, ils ne savent pas à la fin combien ça va leur coûter, et des fois juste pour un examen bénin parce qu'ils ont mal au ventre, finalement on leur dit vous avez rien, mais par contre c'est $1 500. Il explique comment il y a toute une bureaucratie capitaliste avec des mutuelles dans tous les sens, et à la fin aux États-Unis, les États-Unis payent plus en part de PIB en dépenses de santé que la France, pour un accès aux soins moindre et plus injuste. Ouais, ça fait partie des grosses intox du débat public. On nous rebat les oreilles sur l'idée qu'en France, la sécurité sociale, tout ça coûte cher. Mais en fait, quand tu regardes le poids des dépenses privées dans le PIB, tu te rends compte qu'aux États-Unis, évidemment, chacun paye beaucoup plus effectivement, pour la santé que c'est le cas en France. Et pour une santé, un accès à la santé qui est bien plus mauvais. Voilà. Donc n'hésitez pas à acheter L'Humanité demain pour suivre à la fois, pour lire ce que ça a donné cette mobilisation du 2 octobre, parce que là on vous donnait la situation à la mi-journée, demain vous aurez la situation finale. Oui, la vérité des prix. La vérité des prix sur cette mobilisation et l'état d'esprit des syndicats et des adversaires de Le Cornu pour la suite. Et il y a aussi ce dossier sur les 80 ans de la sécurité sociale. Merci beaucoup à toutes et à tous. N'hésitez pas à aller sur l'humanité.fr et à vous abonner.